Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, on a déjà utilisé le concept de degré superficiel de divergence lorsque nous avons basé nos arguments pour la convergence des intégrales de Feynman sur des considérations dimensionnelles. Ici, on va développer ce concept de manière systématique. Ici, nous ferons face seulement aux divergences ultraviolettes et nous posposons à plus tard de possibles problèmes infrarouges qui viennent de l'absence de masse de certaines particules. Pour être spécifique, on va supposer pour le moment que toutes les particules sont massives. Une manière naïve d'estimer si un diagramme de Feynman rangé, donné et convergent est de dilater simultanément les moments internes d'un facteur connu, lambda. Donc, les K deviennent lambda K. Et de regarder le comportement de l'intégrale en fonction de lambda pour lambda très grand, tendant vers l'infini. Et dans la représentation paramétrique, cela revient à analyser l'intégrand quand tous les alphas tendent vers 0 avec le même rythme. C'est-à-dire que les alphas sont remplacés par moins lambda k. Donc ici c'est le KL et différents moments. Alpha L est remplacé par alpha L K exposant moins 2. Donc ça revient au même. Donc on s'attend, et on va le voir de manière plus précise très vite, que si la puissance complète de lambda, c'est-à-dire oméga, appelé degré superficiel de divergence et noté donc oméga, s'il est non négatif, c'est-à-dire oméga supérieur ou égal à 0, alors l'intégrale soit généralement divergente. Si oméga est négatif, certaines sous-intégrations peuvent encore être divergentes. Et donc on dit que l'intégrale est superficiellement convergente. Considérons une théorie qui implique des champs de bosons de spin 0 ou 1 et de fermions de spin 1,5. Les propagateurs fermions se comportent pour lambda k très grand comme lambda moins 1. Et les propagateurs des bosons se comportent comme lambda moins 2. Ici, on suppose que les champs vectoriels massifs ont un propagateur dans la jauge de Stuckelberg. On verra plus tard ce qui arrive aux champs massifs qui sont couplés à un courant non conservé. On ne considérera pas ici le cas des champs de spin plus élevés. Un EV du diagramme G porte une puissance lambda exposant delta V si le terme correspondant dans le Lagrangien d'interaction implique des dérivés du champ. Chaque intégration D4Q sur le Lagrangien d'interaction implique des dérivés, chaque intégration D4Q sur les moments des boucles contribue à une puissance lambda 4. Si grand L est le nombre de boucles indépendantes, grand IB et grand IF, le nombre de lignes internes, respectivement de bosons et de fermions,
Et si grand V est le nombre total de nœuds, le degré superficiel de divergence de G s'écrit alors oméga G égale 4L, qui vient d'ici, plus somme sur V de delta V, qui vient de là, moins IF, qui vient de là, moins 2IB, qui vient de là. En utilisant la relation grand L égale IB plus IF plus 1 moins Z, moins V, IF plus 1 moins V, on obtient alors oméga G moins 4 est égal à 3IF plus 2IB moins somme del delta V moins 4. La quantité delta V compte le nombre de dérivés qui agissent sur les champs aux nœuds qui sont contractés pour donner les propagateurs internes. Si petit fv et petit bv sont le nombre de lignes internes de fermions et bosons qui sont incidents au nœud V, on a évidemment grand IF égale 1 demi somme des FV et grand IB égale 1 demi somme des FB. Somme des BV. Parce que chaque ligne interne est comptée 2 fois dans la somme sur les nœuds. Et donc, on peut écrire oméga G moins 4 comme la somme des oméga V, oméga chapeau V moins 4, avec oméga chapeau V est égal à delta V plus 3 demi FV plus BV. Alors, l'interprétation de cet indice qui est attaché à un nœud V est très claire. Si on se souvient des considérations dimensionnelles, un champ de fermions a la dimension 3 demi dans l'échelle de masse et un champ de boson a la dimension 1. Donc, oméga V est la contribution à la diminution à la dimension du monôme d'interaction des FV fermions et des BV bosons internes et des delta V dérivés des champs internes. De manière alternative, si oméga V est la dimension du monôme de Lagrangien d'interaction attaché au nœud V, incluant les champs externes et internes, c'est-à-dire que oméga V c'est le nombre total de champs de boson plus 3 demi pour les champs de fermions plus le nombre total de dérivés et si grand V et grand B
sont le nombre de lignes externes de fermions et de bosons du diagramme, il est clair que l'on a oméga G moins 4 est égal à la somme des oméga V, la somme sur V bien sûr, des oméga V moins 4 moins 3 demi EF moins EB plus delta, moins delta, où delta est la puissance totale des moments externes factorisés de l'intégrale de Feynman. Bien sûr, la dimension oméga V du nœud n'inclut pas la contribution des constantes de couplage qui sont liées au nœud, c'est-à-dire GV, la constante de couplage liée au nœud. Et on sait que l'on a oméga V plus la dimension de GV est égale à 4. Il n'est pas très surprenant de voir que la convergence des intégrales de Feynman est liée à la dimension des constantes de couplage. En effet, si oméga V est inférieur à 4, pour tous les nœuds, alors la constante de couplage GV a une dimension positive. Et en allant dans des ordres de plus en plus grands, dans la théorie des perturbations, cela conduit à ce que là, on ait de plus en plus de puissance de G. Et donc cela force l'intégrale de Feynman à s'annuler de plus en plus vite pour des grands moments, afin de maintenir fixée la dimension totale. Inversement, si tous les oméga V sont supérieurs à 4, on s'attend à ce que l'intégrale soit de plus en plus divergente, avec P qui croît, avec les moments qui croissent. Tous ces concepts qu'on a vus s'appliquent à tous les diagrammes, mais également à tous les sous-diagrammes faisant partie d'un diagramme. Et en général, un diagramme avec oméga G supérieur ou égal à 0 est dit superficiellement divergent. Voilà pour la détermination du degré superficiel de divergence, et cela va nous permettre, dans la vidéo suivante, d'effectuer un classement des théories en fonction de ces divergences. Je vous remercie.